petites attentes ne se ressemblent pas. Certaines protègent, d'autres cachent. J'ai souvent appelé patience ce qui relevait de la crainte. Une explication soignée pour des décisions suspendues. Il y a une dignité dans le rythme, oui dans l'art d'attendre. Mais la peur c'est emprunter les habits du discernement. C'est ce qui rend la frontière difficile à tracer entre la prudence utile et l'élan qu'on retient. J'ai remis des paroles à plus tard avec une logique impeccable, disant qu'il me fallait du recul alors que le savoir n'était pas le manque. Le vrai sujet c'était le prix, l'exposition, la secousse, ce que tout allait changer si je nommais la chose juste. Le retard a plusieurs visages, certains sont féconds, d'autres gardent une vie entière sous un faux plafond. Je l'ai senti d'abord dans le corps, dans l'attention maintenue. Quand on retient un mouvement tout en parlant comme un homme prudent, une respiration tenue à sa propre rhétorique, comme une vie ajournée sous des phrases élégantes et lisses. À force de différer, on finit par appeler sagesse un système de protection qui se fait passer pour finesse. La forme du retard parle plus fort que l'argument. Certaines attentes mûrissent, d'autres enterrent lentement. Savoir quelle pose sert la chose et laquelle sert la peur. La forme du retard se révèle quand on reste à l'intérieur. La forme du retard parle plus fort que l'argument. Certaines attentes mûrissent, d'autres enterrent lentement. Savoir quelle pose sert la chose et laquelle sert la peur. La forme du retard se révèle quand on reste à l'intérieur. La trompette penche bas comme une phrase presque dite. Ce bord où l'aveu prend forme mais n'arrive pas tout de suite. Je connais bien cet endroit, ce seuil avant l'adresse où le futur change d'axe au simple poids d'une phrase nette. Ce n'est pas seulement le conflit qui vit sous ce régime. Le retard existe aussi dans les joies qu'on s'interdit. L'œuvre repoussée parce qu'elle demande une version plus nue. L'amour remis à plus tard jusqu'à se croire enfin tenu. Mais la vie n'arrive pas finie avant d'être vécue. C'est une vérité rude pour l'esprit qui veut du complet. On avance incomplet où l'on attend en appelant ça les standards. Pendant que les années s'empilent en gestes bien rangés. Je ne veux pas perdre la sagesse qu'il y a dans la retenue. Tout élan ne mérite pas qu'on lui cède de 100 revues. Mais la retenue devient mensonge quand elle gagne toujours. Quand la part prudente a droit de veto sur chaque détour. La forme du retard finit toujours par trahir l'intention. Est-ce un espace pour le vrai ou une chambre sans décision? La forme du retard parle plus fort que l'argument. Certaines attentes mûrissent, d'autres enterrent lentement. Savoir quelle pose sert la chose et laquelle sert la peur. La forme du retard se révèle quand on reste à l'intérieur. Aujourd'hui j'interroge plus durement chaque suspension. Qu'est-ce que je protège ici? Quel danger je présume au fond? Le temps change-t-il de la substance ou seulement mon courage? Est-ce du rythme ou de l'évitement poli dans le langage? Ces questions ne règlent pas tout, mais elles nettoient le cadre. Elles approchent le mobile caché de son vrai nom. Et nomme et change l'acte plus qu'un vœu un peu flou. Une peur reconnue perd déjà une part de son pouvoir. Je retarde encore, je suis humain, je tourne encore autour. J'attends parfois la phrase parfaite quand le simple le ferait plus lourd. Mais je sens mieux désormais la différence entre l'attente fertile et celle qui retient une vie entière dans un état docile. La forme du retard compte parce qu'une existence est aussi cadence. Ce qu'on va rejoindre, ce qu'on reporte, ce qu'on tient à distance. Je veux un rythme avec discernement, pas une vie définie par l'arrêt. Une allure qui honore le vrai sans laisser la peur écrire tout le trajet. Attendre quand ça sert, bouger quand c'est l'heure. La sagesse tient dans la différence. La langue de mon grand-père est partie avec lui. Je n'en ai gardé que des sons sans sens, des bruits qui ressemblent à quelque chose que j'aurais dû savoir. La langue de l'avant, celle d'avant, le couloir. Il parlait le kabyle entre lui et ma grand-mère dans la cuisine. Quand il ne voulait pas qu'on comprenne, quand la discussion fine débordait de ce que le français leur donnait à dire. Cette langue était leur espace privé, leur façon de respirer dans une maison où tout le reste se passait en français obligatoire. Je les écoutais sans comprendre et je mémorisais sans savoir certaines intonations, certaines formules que j'entendais souvent sans jamais avoir demandé ce qu'elle voulait dire vraiment. Je n'ai pas demandé parce que ça semblait appartenir à eux seuls, parce que je n'imaginais pas qu'il y aurait une fin. Cet espace de lumière dans la cuisine où ils parlaient dans leur langue à eux. Il est parti un automne, 2 ans après leurs mots avec eux. Ce que j'ai c'est l'enveloppe sonore sans le contenu, la musique de la langue sans les mots, le rythme tenu de leur conversation sans la signification, c'est plus que rien.
c'est moins que la transmission. La langue de mon grand-père est partie avec lui. Je n'en ai gardé que des sons sans sens, des bruits qui ressemblent à quelque chose que j'aurais dû savoir. La langue de l'avant, celle d'avant, le couloir. La langue de mon grand-père est partie avec lui. Je n'en ai gardé que des sons sans sens, des bruits qui ressemblent à quelque chose que j'aurais dû savoir. La langue de l'avant, celle d'avant, le couloir. J'ai essayé d'apprendre le kabyle à 30 ans avec des méthodes, des enregistrements. Un cousin de Tizi Ouzou qui met des par épisodes. Les sons sont difficiles pour une bouche formée ailleurs. Certaines consonnes n'existent pas dans ma mémoire musculaire d'ailleurs. J'apprends mais je sais que ce que j'apprends n'est pas ce qu'il parlait. C'est la langue standardisée, pas sa langue à lui, pas ses nuances secrètes, sa façon de prononcer, ses expressions de région précise, les mots qu'il a inventés, peut-être les façons de dire qui se glissent dans une langue vivante, parlée par quelqu'un pendant 60 ans. Ça n'est pas dans les méthodes, ça part avec les gens. Ce que j'apprends est une approximation honnête, pas la langue de mon grand-père, une langue voisine, une conquête modeste mais réelle sur l'effacement que le temps produit. Je l'apprends quand même, même incomplet, même la nuit. La langue de mon grand-père est partie avec lui. Je n'en ai gardé que des sons sans sens, des bruits qui ressemblent à quelque chose que j'aurais dû savoir. La langue de l'avant, celle d'avant, le couloir. La langue de mon grand-père est partie avec lui. Je n'en ai gardé que des sons sans sens, des bruits qui ressemblent à quelque chose que j'aurais dû savoir. La langue de l'avant, celle d'avant, le couloir. Il me reste une cassette audio qu'on a retrouvée dans ses affaires. Lui qui chante quelque chose seul dans la cuisine, dans sa langue singulière. 2 minutes 30 de sa voix dans sa langue à lui, enregistrée par hasard. Je ne comprends pas les mots, je comprends autre chose. Le soin, la façon qu'il avait de tenir ses phrases, la qualité de son attention. Ce morceau tourne pour lui, pour la cassette, pour la transmission. Impossible et nécessaire pour tous ceux qui apprennent trop tard. La langue de mon grand-père est partie avec lui. Je n'en ai gardé que des sons sans sens, des bruits qui ressemblent à quelque chose que j'aurais dû savoir. La langue de l'avant, celle d'avant, le couloir. La langue de mon grand-père est partie avec lui. Je n'en ai gardé que des sons sans sens, des bruits qui ressemblent à quelque chose que j'aurais dû savoir. La langue de l'avant, celle d'avant, le couloir. La cassette tourne, les mots restent siens. J'apprends quand même, la langue continue. Le dernier métro du descendeur, passagers de minuit, ce que la ville laisse voir à 7 heures. Quel langage j'ai pris au train, souvent pas par nécessité mais par choix. Pour les 40 minutes de trajet, et ce qu'on voit dans ces wagons à 7 heures qui n'appartient à aucune catégorie propre, ni les gens du soir qui rentrent de sortie, ni les travailleurs de nuit encore. Un mélange hétérogène de fin de soirée, de services tardifs, de quelques insomniaques et de voyageurs qui ont raté les autres trains vifs. Cette population de 0 heure est la plus honnête du réseau. La garde baissée, les masques posés avec les manteaux, les gens dans leur version de la fin de journée désarmés. Un homme dort la tête contre la vitre, son col de chemise défait. Une jeune femme rit toute seule à quelque chose sur son téléphone. Ce rire là dans un wagon presque vide a une couleur qui détonne. Légère privée pas destinée au compartiment. Elle rit pour elle-même, c'est rare, c'est beau un moment. Le dernier métro, ligne 1, vers OR32. La ville se referme et le train garde encore un peu. De ceux qui rentrent, de ceux qui continuent, de ceux qui restent debout. Le dernier métro, ligne 1, vers OR32. La ville se referme et le train garde encore un peu. De ceux qui rentrent, de ceux qui continuent, de ceux qui restent debout.
son châtillon de musiciens montent avec leurs étuis. Violon et contrebasse, ils ont joué quelque part cette nuit. Ils s'assoient face à face, se parlent très bas d'une chose technique. Un passage qui ne s'est pas passé comme prévu, une musique qui a résisté, qui a demandé plus que ce qu'ils avaient préparé. Ils analysent avec la précision de gens qui ont l'habitude de comparer l'intention et le résultat, de tirer les leçons du même soir. Cette façon de débriefer immédiatement dans le train sans savoir si l'analyser juste encore. C'est le travail du métier en mouvement. Je les écoute sans le montrer, je reçois ce fragment. Leur conversation professionnelle comme un cadeau involontaire. Le wagon nous tient ensemble quelques stations puis il descend. Ordinaire et précieux comme tout ce que le dernier métro assemble et défait. La ligne 13 a ses propres histoires, chaque nuit à jamais. Le dernier métro, ligne 13, 0h32. La ville se referme et le train garde encore un peu de ceux qui rentrent, de ceux qui continuent, de ceux qui restent debout. Le dernier métro, ligne 13, 0h32. La ville se referme et le train garde encore un peu de ceux qui rentrent, de ceux qui continuent, de ceux qui restent debout. Je descends à ma station et le train repart dans le tunnel. Il continue sans moi vers les terminus et passagers réels. Cette image-là, le train qui continue sans qu'on y soit, dit quelque chose sur la ville et sa façon d'exister hors de toi. Indépendamment de ta présence avec ses propres logiques, tu passes dedans, tu t'en souviens, elle continue magnifique et indifférent. Le dernier métro illustre ça parfaitement. Ce morceau tourne pour la ligne 13 et ses voyageurs de minuit, pour le rire seul dans le wagon et les musiciens qui débriefent en la nuit. Ligne 13, 0h32. La ville se referme et le train garde encore un peu de ceux qui rentrent, de ceux qui continuent, de ceux qui restent debout. Le dernier métro, ligne 13, 0h32. La ville se referme et le train garde encore un peu de ceux qui rentrent, de ceux qui continuent, de ceux qui restent debout. Le tunnel reprend, la ville continue, sans toi pour l'instant. Ce qu'on préserve en se taisant. Le réveillon sans bruit. Le réveillon sans bruit, c'est pas l'absence de monde, c'est la décision collective de ne pas laisser ce qui gronde remonter à la surface. Ce soir-là, de tenir la trêve sans l'annoncer, sans l'imposer, juste comme une trêve. Ma famille est compliquée dans la configuration habituelle. Des divorces, des demi-frères, des absences rituelles. Des gens qui ne s'adressent pas la parole le reste de l'année, qui se retrouvent autour d'une table en décembre réunis. On a appris à naviguer, ça sans le nommer directement, par la disposition des chaises, par le placement habilement fait par ma mère qui connaît tous les angles de friction et les contourne dans l'organisation par prévention. Ce soir on laisse la géographie faire son travail. On mange, on parle de peu, on évite les détails qui fâchent. Pas par l'acheter, par une économie du soin, par la décision que ce repas vaut la paix, qu'il faut tenir avec son réveillon sans bruit, la paix qu'on choisit de tenir. Pas celle qui arrive seule, mais celle qu'on décide de construire. Ce qu'on préserve en se taisant, ce soir-là n'est pas du mensonge. C'est le ménagement de ce qui reste là, de ce qui Le réveillon sans bruit, la paix qu'on choisit de tenir. Pas celle qui arrive seule, mais celle qu'on décide de construire. Ce qu'on préserve en se taisant, ce soir-là n'est pas du mensonge. C'est le ménagement de ce qui reste. Mon demi-frère est arrivé avec sa nouvelle compagne, que personne ne connaît ses gestes, courageux ou maladroits selon comment on regardait. Ma mère a ajouté un couvert sans commentaire, sans sourciller. Ce geste-là a défini le ton de la soirée entière. La compagne était tendue au début, cherchait les codes, disait la table pour comprendre les règles, les modes de communication, ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Vers 22h, elle avait trouvé ses marques, parlait à voix basse avec ma tante qui lui posait des questions sur son travail. Ce dégel-là, progressif, discret, sans grand travail, c'est ce que les bonnes tables de réveillon permettent. Quand elles fonctionnent, elles donnent du temps, de la nourriture, un cadre qui assouplit et qui détonne moins que les autres contextes. La table a une diplomatique propre, ma mère le sait. Elle cuisine depuis 30 ans, tenant ce rôle. Réveillon, sans bruit, la paix qu'on choisit de tenir. Pas celle qui arrive seule, mais celle qu'on décide de construire. Ce qu'on préserve en se taisant, ce soir-là n'est pas du mensonge. C'est le ménagement de ce qui reste, de ce qui prolonge. Réveillon, sans bruit, la paix qu'on choisit de tenir. Pas celle qui arrive seule, mais celle qu'on décide de construire. Ce qu'on préserve en se taisant, ce soir-là n'est pas du mensonge. C'est le ménagement de ce qui reste.
On s'est quitté à 2h du matin, les embrassades rapides, les promesses vagues de se voir plus souvent, les appels livides que personne ne donnera vraiment avant le prochain réveillon. C'est correct, les familles difficiles ont leur propre façon de se tenir ensemble, à distance raisonnable, à fréquence raisonnable, pas l'idéal qu'on voudrait, quelque chose de faisable. Ce morceau tourne lent pour ma mère et ses placements de chaises, pour tous les réveillons tenus ensemble à bout de sagesse. Réveillons sans bruit, la paix qu'on choisit de tenir, Pas celle qui arrive seule mais celle qu'on décide de et construire. qu'on préserve en se taisant. Ce soir-là n'est pas du mensonge. C'est le ménagement de ce qui reste de ce qui prolonge. Réveillons sans bruit, la paix qu'on choisit de tenir, Pas celle qui arrive seule mais celle qu'on décide de ce construire. qu'on préserve en se taisant. Ce soir-là n'est pas du mensonge. C'est le ménagement de ce qui reste. La table se vide, les chaises retrouvent leur place, le réveillon a tenu. On se retrouve l'an prochain. J'ai À 6h mon quartier existe dans une version parallèle. Même espace, autre lumière, autre peuple, autre appel. La boulangerie est ouverte, trop plus 4 heures. Le foutu 3, à vous de vous le monde. Monsieur Dad sort les premières fournées avant le jour, avant toi. L'odeur descend dans la rue vide comme une information. La journée est possible, quelqu'un l'a préparé, c'est fait. Un homme en blouse verte pousse une charrette de déchets le long du trottoir. Il nettoie ce que la nuit a laissé avec une méthode que le jour ne voit. Le premier bus de la ligne passe à 6h12, quasi vide. Le chauffeur connaît ses 3 passagers habituels, sa grille limpide. Une femme de ménage descend à la station centrale, cartable au dos. Elle commence à 7h dans un immeuble de bureau, elle y va. Je vois tout ça parce que je me lève tôt depuis que mon fils est né. Non. L'insomnie d'abord, puis l'habitude, puis l'attachement à cette heure étrangeté. Cette ville de 6h n'est pas une ville différente, c'est la même, mais dépouillée du décor que la journée ajoute de son système. Portrait de mon quartier à 6h, qui est là avant la ville, qui tient debout dans le froid de l'eau, qui travaille tranquille. Ce que la journée efface en arrivant, ce sont ces gens-là. L'heure bleue appartient à ceux qui préparent ce que les autres verront. Le marchand de journaux ouvre son kiosque à 5h45, aligne les titres avec une précision de bibliothécaire. La chaleur en exil, il connaît les habitudes de chaque client qui passera dans la journée. Qui prend quel journal, qui veut de la monnaie, qui est pressé. Cette connaissance-là s'est construite en 10 ans d'ouverture matinale, en 10 ans de visages qui commencent leur journée à son kiosque en rafale. Il y a une sociologie entière dans un kiosque à journaux qui ouvre tôt. La copoussure du quartier en coupe transversale, le beau et le difficile ensemble. Les gens dans leur version n'ont performé, pas encore habillés pour la journée, pas encore armés. À 6h, les gens sont plus proches d'eux-mêmes qu'à midi. Moins de couches entre l'intérieur et la surface, moins d'oubli. Cette heure-là montre quelque chose que le reste du jour cache avec soin. J'y reviens souvent pour ça, pour voir le quartier de loin. Portrait de mon quartier à 6h, qui est là avant la ville, qui tient debout dans le froid de l'eau, qui travaille tranquille. Ce que la journée efface en arrivant, ce sont ces gens-là. Le bleu appartient à ceux qui préparent ce que les autres verront. Il y a une solidarité silencieuse entre les gens de 6h, une reconnaissance mutuelle dans les regards, une douceur qui n'existe pas à la même heure de midi ou de 17h. Peut-être parce qu'ils savent tous qu'ils sont là avant les autres, qu'ils partagent quelque chose que le reste du quartier ne partage pas. Ce morceau tourne pour eux, pour Monsieur Daoud et ses fournées, pour le chauffeur du premier bus et ses 3 passagers de l'aube gelée. Portrait de mon quartier à 6h, qui est là avant la ville, qui tient debout dans le froid de l'aube, qui travaille tranquille. Ce que la journée efface en arrivant, ce sont ces gens-là. L'heure bleue appartient à ceux qui préparent ce que les autres verront. Portrait de mon quartier à 6h, qui est là avant la ville, qui tient debout dans le froid de l'aube, qui travaille tranquille. Ce que la journée efface en arrivant, ce sont ces gens-là. L'heure bleue appartient à ceux qui préparent ce que les autres verront. L'eau prend la rue, la ville se réveille. Ceux de 6h sont déjà au travail. L'eau prend la rue, la ville se réveille. Ceux de 6h sont déjà au travail. Au travail, sont déjà au travail. Au travail. La Gloria.
constitue en première indépendance ce qu'on découvre seul, la solitude comme professeur. 30 mètres carrés rue des entrepreneurs, 5e étage sans ascenseur, un lit, une table de chaise, une fenêtre sur un mur, la splendeur. Le premier soir seul dans cet appartement, j'ai mangé debout, pas par manque de chaise, par un état d'esprit particulier. Partout cette conscience aiguë, personne ne savait exactement où j'étais, que je pouvais rester debout, m'asseoir par terre. Si ça me plaisait, cette liberté la semble banale, dite comme ça, elle ne l'est pas. Venir d'une maison où tout le monde sait où tu es à toute heure, pas un reproche, une réalité, et soudain être vu par personne. C'est un changement de densité de l'air, quelque chose qui détonne. J'ai mis du temps à m'y installer confortablement, pas dans l'espace physique, dans la liberté elle-même, dans ce qu'elle déplace. La liberté sans témoin révèle qui tu es quand personne ne regarde. Pas la version surveillée, la version sans façade. Ce que j'ai découvert dans ces 30 mètres carrés en 2 ans n'est pas entièrement flatteur, mais entièrement utile, les constants. Yo. 30 mètres carrés, le premier espace qui est tien, où tu apprends ce que tu es quand personne ne te tient. Ce que la liberté enseigne, elle enseigne lentement, par l'erreur non vue, par le choix sans commentaire, par le temps. J'ai développé des habitudes que je n'aurais pas eu en famille. Lire le soir sans heure, cuisiner à minuit si l'envie vacille, travailler par bloc de 4 heures sans interruption, dormir 5 heures puis reprendre sans justification. Ces rythmes-là sont les miens, je ne savais pas avant de les tester, avant d'avoir un espace où les tester sans avoir à contester les habitudes collectives de la maison familiale. Certains de ces rythmes sont productifs, d'autres pas. La balance finale se fait avec le temps, par l'observation honnête des résultats, mais avoir pu les tester sans pressions extérieures, les hauts et les bas sans témoins qui commentent, c'est une formation. La solitude comme laboratoire, pas comme punition. J'ai aussi découvert les limites de ma propre compagnie, les soirs où l'appartement devenait trop silencieux, la gestion de l'ennui sans les solutions de facilité que la famille offre, la nécessité de construire des connexions qu'on ne trouve pas dans un coffre. 30 mètres carrés, le premier espace qui est tien, où tu apprends ce que tu es quand personne ne te tient. Ce que la liberté enseigne, elle enseigne lentement, par l'erreur non vue, par le choix sans commentaire, par le temps. J'ai quitté cet appartement 3 ans après pour un 2 pièces. Puis d'autres espaces, d'autres configurations, d'autres pièces. Mais ces 30 mètres carrés restent la première pièce du fond. L'espace où j'ai appris à exister sans public, à me demander si c'est bon ce que je fais, à m'y répondre sans chercher la validation dehors. Cette compétence-là, l'autonomie du jugement, c'est le trésor que l'appartement m'a donné. Le reste était du mobilier, ce morceau tourne pour le studio et pour ceux qui ont tenu leur premier espace seul et appris ce qu'il contenait. 30 mètres carrés, le premier espace qui est tien, où tu apprends ce que tu es quand personne ne te tient. Ce que la liberté enseigne, elle enseigne lentement, par l'erreur non vue, par le choix sans commentaire, par le temps. 30 mètres carrés, le premier espace qui est tien, où tu apprends ce que tu es quand personne ne te tient. Ce que la liberté enseigne, elle enseigne lentement, par l'erreur non vue, par le choix sans commentaire, par le temps. La clé rendue, l'espace libéré, ce qu'il m'a appris continue ailleurs. Tout le monde sait comment c'est. La vraie question c'est revenir. Qui retourne au travail quand l'élan s'est retiré. J'ai longtemps donné trop de valeur à l'inspiration, comme si la force du moment décidait seule de la création. Quand ça brûlait, j'avançais, sinon j'appelais ça du timing. Comme si l'absence d'étincelle excusait mon report. C'est une histoire flatteuse pour les parts de nous qui confondent identité et talent et fuient le front plus rude de tout vrai travail. La répétition, le geste simple, les jours où tu reviens surtout parce que tu as dit que tu viendrais. J'ai compris tard que la structure va plus loin que l'humeur, et j'ai senti le prix des années qu'elle n'a pas porté. Des projets à moitié nés, des notes pleines d'intentions, de petits monuments dressés aux humeurs passagères. La preuve du retour, elle ne brille pas d'abord. Elle ressemble à un retour vers le sec avant le fruit. Elle paraît pauvre vue d'en face, et c'est pour ça qu'elle exige. On aime les débuts parce qu'ils mentent avec éclat. Le retour lui montre si ce qu'on disait vouloir tenait debout, non, quand il ne restait plus d'élan. La preuve du retour, pas le feu, les revenir, pas le plan, pas sur le même chemin usé. Tout le monde peut dire ce qu'il est né pour faire.
La preuve du retour, c'est ce qui revient en toi. Yo, la preuve du retour, pas le feu et revenir, pas le plan, mais pas sur le même chemin usé. Tout le monde peut dire ce qu'il est né pour faire. La preuve du retour, c'est ce qui revient en toi. Le tout frappe net puis laisse un reste clair, comme l'effort qui continue quand l'émotion s'est retirée. C'est cette zone que je respecte davantage désormais. L'heure où personne applaudit, où rien ne vient te sauver de ta résistance aux gestes simples et répétés. L'esprit sait produire des récits quand il veut fuir cela. Il dit peut-être que ce n'est plus juste, peut-être que tu as changé, peut-être que le manque de plaisir signifie un signe plus profond. Parfois oui, le discernement compte, mais souvent c'est un masque, un système fatigué qui habille sa sortie en intelligence. Je connais cette voix, elle convainc parce qu'elle n'a pas toujours tort. Le travail consiste à distinguer la fatigue de la vraie révision. La preuve du retour m'a appris plus que n'importe quel sommet, parce qu'elle teste le lien entre la volonté et l'humeur. Elle demande ce qui reste quand la nouveauté est passée, ce qui continue quand le regard des autres n'existe plus. Cette réponse a plus de matière que l'élan brillant du début. Elle construit un soi qu'on peut croire, pas seulement admirer. Preuve du retour, pas de feu, mais revenir, pas le plan, mais pas sur le même chemin usé. Tout le monde peut dire ce qu'il est né pour faire. La preuve du retour, c'est ce qui revient en toi. La preuve du retour, pas de feu, mais revenir, pas le plan, mais pas sur le même chemin usé. Tout le monde peut dire ce qu'il est né pour faire. La preuve du retour, c'est ce qui revient en toi. Aujourd'hui je respecte surtout les ouvriers calmes en moi, les parts qui ne posent pas, qui n'ont pas besoin de discours, qui apprennent juste le rythme de la tâche et gardent une place pour l'effort, même sans cloche ni lumière. Ça vaut au-delà du travail pour réparer, aimer, tenir. Le retour prouve nos valeurs à nous-mêmes, pas une fois dans une grande intensité, mais de manière répétée, imparfaite dans la matière du jour. Je m'éloigne encore, puis je reviens. Je ne suis pas au-dessus du drift, mais l'écart entre départ et retour devient plus conscient. Je remarque plus vite, j'attends moins le bon sentiment. Je fais plus confiance au geste qu'à la sensation prête. La preuve du retour n'est pas la perfection, c'est un lien réel entre l'intention et sa répétition honnête. C'est ce type de preuve que je veux laisser dans ma vie, pas ce que j'ai proclamé au début, mais ce vers quoi je suis revenu. La preuve du retour, pas le feu, mais revenir, pas le plan, mais pas sur le même chemin usé. Tout le monde peut dire ce qu'il est né pour faire. La preuve du retour, c'est ce qui revient en toi. La preuve du retour, pas le feu, mais revenir, pas le plan, mais pas sur le même chemin usé. Tout le monde peut dire ce qu'il est né pour faire. La preuve du retour, c'est ce qui revient en toi. Venir encore, c'est la preuve. Pas l'humeur, le retour. Pas d'humeur, pas d'humeur. Le retard a une forme. Toute attente ne se ressemble pas. Certaines protègent, d'autres cachent. J'ai souvent appelé patience ce qui relevait de la crainte, une explication soignée pour des décisions suspendues. Il y a une dignité dans le rythme, oui dans l'art d'attendre, mais la peur c'est emprunter les habits du discernement. C'est ce qui rend la frontière difficile à tracer entre la prudence utile et l'élan qu'on retient. J'ai remis des paroles à plus tard avec une logique impeccable, disant qu'il me fallait du recul alors que le savoir n'était pas le manque. Le vrai sujet c'était le prix, l'exposition, la secousse, ce que tout allait changer si je nommais la chose juste. Le retard a plusieurs visages, certains sont féconds, d'autres gardent une vie entière sous un faux plafond. Je l'ai senti d'abord dans le corps, dans l'attention maintenue, quand on retient un mouvement tout en parlant comme un homme prudent, une respiration tenue à sa propre rhétorique, comme une vie ajournée sous des phrases élégantes et lisses. À force de différer, on finit par appeler sagesse un système de protection qui se fait passer pour finesse. La forme du retard parle plus fort que l'argument. Certaines attentes mûrissent, d'autres enterrent lentement. Savoir quelle pose sert la chose et laquelle sert la peur. La forme du retard se révèle quand on reste à l'intérieur. La forme du retard parle plus fort que l'argument. Certaines attentes mûrissent, d'autres enterrent lentement. Savoir quelle pose sert la chose et laquelle sert la peur. La forme du retard se révèle quand on reste à l'intérieur. La trompette penche bas comme une phrase presque dite. Ce bord où l'aveu prend forme et n'arrive pas tout de suite. Je connais bien cet endroit, ce seuil avant l'adresse où le futur change d'axe au simple poids d'une phrase nette. Ce n'est pas seulement le conflit qui vit sous ce régime. Le retard existe aussi dans les joies qu'on s'interdit. L'œuvre repoussée parce qu'elle demande une version plus nue. L'amour remis à plus tard jusqu'à se croire enfin tenu. Mais la vie n'arrive pas finie avant d'être vécue.
vécu. C'est une vérité rude pour l'esprit qui veut du complet. On avance incomplet où l'on attend en appelant ça des standards. Pendant que les années s'empilent en gestes bien rangés. Je ne veux pas perdre la sagesse qu'il y a dans la retenue. Tout élan ne mérite pas qu'on lui cède de 100 revues. Mais la retenue devient mensonge quand elle gagne toujours. Quand la part prudente a droit de veto sur chaque détour. La forme du retard finit toujours par trahir l'intention. Est-ce un espace pour le vrai ou une chambre sans décision? La forme du retard parle plus fort que l'argument. Certaines attentes mûrissent, d'autres enterrent lentement. Savoir quelle pose sert la chose et là que sert la peur. La forme du retard se révèle quand on reste à l'intérieur. Aujourd'hui j'interroge plus durement chaque suspension. Qu'est-ce que je protège ici? Quel danger je présume? Au fond le temps change-t-il la substance ou seulement mon courage? Est-ce du rythme ou de l'évitement poli dans le langage? Ces questions ne règlent pas tout mais elles nettoient le cadre. Elles approchent le mobile caché de son vrai nom et nomme et change l'acte plus qu'un vœu un peu flou. Une peur reconnue perd déjà une part de son pouvoir. Je retarde encore, je suis humain, je tourne encore autour. J'attends parfois la phrase parfaite quand le simple ferait plus lourd. Mais je sens mieux désormais la différence entre l'attente fertile et celle qui retient une vie entière dans un état docile. La forme du retard compte parce qu'une existence est aussi cadence. Ce qu'on va rejoindre, ce qu'on reporte, ce qu'on tient à distance. Je veux un rythme avec discernement, pas une vie définie par l'arrêt. Une allure qui honore le vrai sans laisser la peur écrire tout le trajet. Attendre quand ça sert, bouger quand c'est l'heure. La sagesse tient dans la différence. La langue de mon grand-père est partie avec lui. Je n'en ai gardé que des sons sans sens, des bruits qui ressemblent à quelque chose que j'aurais dû savoir. La langue de l'avant, celle d'avant, le couloir. Il parlait le kabyle entre lui et ma grand-mère dans la cuisine. Quand il ne voulait pas qu'on comprenne, quand la discussion fine débordait de ce que le français leur donnait à dire. Cette langue était leur espace privé, leur façon de respirer dans une maison où tout le reste se passait en français obligatoire. Je les écoutais sans comprendre et je mémorisais sans savoir certaines intonations, certaines formules que j'entendais souvent sans jamais avoir demandé ce qu'elle voulait dire vraiment. Je n'ai pas demandé parce que ça semblait appartenir à eux seuls, parce que je n'imaginais pas qu'il y aurait une fin. Cet espace de lumière dans la cuisine où ils parlaient dans leur langue à eux. Il est parti un automne, 2 ans après leurs mots avec eux. Ce que j'ai c'est l'enveloppe sonore sans le contenu, la musique de la langue sans les mots, le rythme tenu de leur conversation sans la signification. C'est plus que rien, c'est moins que la transmission. La langue de mon grand-père est partie avec lui. Je n'en ai gardé que des sons sans sens, des bruits qui ressemblent à quelque chose que j'aurais dû savoir. La langue de l'avant, celle d'avant, le couloir. La langue de mon grand-père est partie avec lui. Je n'en ai gardé que des sons sans sens, des bruits qui ressemblent à quelque chose que j'aurais dû savoir. La langue de l'avant, celle d'avant, le couloir. J'ai essayé d'apprendre le kabyle à 30 ans avec des méthodes, des enregistrements. Un cousin de Tizi Ouzou qui m'aidait par épisode. Les sons sont difficiles pour une bouche formée ailleurs. Certaines consonnes n'existent pas dans ma mémoire musculaire d'ailleurs. J'apprends mais je sais que ce que j'apprends n'est pas ce qu'il parlait. C'est la langue standardisée, pas sa langue à lui, pas ses nuances secrètes, sa façon de prononcer, ses expressions de région précises, les mots qu'il a inventés, peut-être les façons de dire qui se glissent dans une langue vivante, parlée par quelqu'un pendant 60 ans. Ça n'est pas dans les méthodes, ça part avec les gens. Ce que j'apprends est une approximation honnête, pas la langue de mon grand-père, une langue voisine, une conquête modeste mais réelle sur l'effacement que le temps produit. Je l'apprends quand même, même incomplet, même la nuit. La langue de mon grand-père est partie avec lui. Je n'en ai gardé que des sons sans sens, des bruits qui ressemblent à quelque chose que j'aurais dû savoir. La langue de l'avant, celle d'avant, le couloir. La langue de mon grand-père est partie avec lui. Je n'en ai gardé que des sons sans sens, des bruits qui ressemblent à quelque chose que j'aurais dû savoir. La langue de l'avant, celle d'avant, le couloir.
Il me reste une cassette audio qu'on a retrouvée dans ses affaires. Lui qui chante quelque chose seul dans la cuisine, dans sa langue singulière. 2 minutes 30 de sa voix dans sa langue à lui, enregistrée par hasard. Je ne comprends pas les mots, je comprends autre chose. Le soin, la façon qu'il avait de tenir ses phrases, la qualité de son attention. Ce morceau tourne pour lui, pour la cassette, pour la transmission. Impossible et nécessaire pour tous ceux qui apprennent trop tard. La langue de mon grand-père est partie avec lui. Je n'en ai gardé que de son sens des bruits qui ressemble à quelque chose que j'aurais dû savoir. La langue de l'avant, celle d'avant, le couloir. La langue de mon grand-père est partie avec lui. Je n'en ai gardé que de son sens des bruits qui ressemble à quelque chose que j'aurais dû savoir. La langue de l'avant, celle d'avant, le couloir. La cassette tourne, les mots restent siens. J'apprends quand même, la langue continue. Le dernier métro du descendeur, brassage de minuit, ce que la ville laisse voir à 7 heures. Quel langage, j'ai pris ce train souvent pas par nécessité mais par choix. Pour les 40 minutes de trajet, et ce qu'on voit dans ces wagons à 7 heures qui n'appartient à aucune catégorie propre, ni les gens du soir qui rentrent de sortie, ni les travailleurs de nuit encore. Un mélange hétérogène de fin de soirée, de services tardifs, de quelques insomniaques et de voyageurs qui ont raté les autres trains vifs. Cette population de 0 heure est la plus honnête du réseau. La garde baissée, les masques posés avec les manteaux, les gens dans leur version de la fin de journée désarmée. Un homme dort la tête contre la vitre, son col de chemise défait. Une jeune femme rit toute seule à quelque chose sur son téléphone. Ce rire là dans un wagon presque vide a une couleur qui détonne. Légère privée, pas destinée au compartiment. Elle rit pour elle-même, c'est rare, c'est beau un moment. Le dernier métro, ligne 1, vers OR32. La ville se referme et le train garde encore un peu de ceux qui rentrent, de ceux qui continuent, de ceux qui restent debout. Le dernier métro, ligne 1, vers OR32. La ville se referme et le train garde encore un peu de ceux qui rentrent, de ceux qui continuent, de ceux qui restent debout. Station Châtillon, de musiciens montent avec leurs étuis. Violon et contrebasse, ils ont joué quelque part cette nuit. Ils s'assoient face à face, se parlent très bas d'une chose technique. Un passage qui ne s'est pas passé comme prévu, une musique qui a résisté, qui a demandé plus que ce qu'ils avaient préparé. Ils analysent avec la précision de gens qui ont l'habitude de comparer l'intention et le résultat, de tirer les leçons du même soir. Cette façon de débriefer immédiatement dans le train sans savoir si l'analyser juste encore. C'est le travail du métier en mouvement. Je les écoute sans le montrer, je reçois ce fragment. Leur conversation professionnel comme un cadeau involontaire. Le wagon nous tient ensemble quelques stations puis il descend. Ordinaire et précieux comme tout ce que le dernier métro assemble et défait. La ligne 13 a ses propres histoires chaque nuit à jamais. Le dernier métro, ligne 13, 0h32. La ville se referme et le train garde encore un peu de ceux qui rentrent, de ceux qui continuent, de ceux qui restent debout. Le dernier métro, ligne 13, 0h32. La ville se referme et le train garde encore un peu de ceux qui rentrent, de ceux qui continuent, de ceux qui restent debout. Je descends à ma station et le train repart dans le tunnel. Il continue sans moi vers les terminus et passagers réels. Cette image-là, le train qui continue sans qu'on y soit, dit quelque chose sur la ville et sa façon d'exister hors de toi. Indépendamment de ta présence avec ses propres logiques, tu passes dedans, tu t'en souviens, elle continue magnifique et indifférent. Le dernier métro illustre ça parfaitement. Ce morceau tourne pour la ligne 13 et ses voyageurs de minuit, pour le rire seul dans le wagon et les musiciens qui débriefent en la nuit. Le dernier métro, ligne 13, 0h32. La ville se referme et le train garde encore un peu de ceux qui rentrent, de ceux qui continuent, de ceux qui restent debout. Le dernier métro, ligne 13, 0h32.
La ville se referme et le train garde encore un peu de ceux qui rentrent, de ceux qui continuent, de ceux qui restent debout. Le train repart, le tunnel reprend, la ville continue, sans toi pour l'instant. Ce qu'on préserve en se taisant. Le réveillon sans bruit. Le réveillon sans bruit, c'est pas l'absence de monde, c'est la décision collective de ne pas laisser ce qui gronde remonter à la surface. Ce soir-là, de tenir la trêve sans l'annoncer, sans l'imposer, juste comme une trêve. Ma famille est compliquée dans la configuration habituelle. Des divorces, des demi-frères, des absences rituelles. Des gens qui ne s'adressent pas la parole le reste de l'année, qui se retrouvent autour d'une table en décembre réunis. On a appris à naviguer, ça sans le nommer directement, par la disposition des chaises, par le placement habilement fait par ma mère qui connaît tous les angles de friction et les contourne dans l'organisation par prévention. Ce soir on laisse la géographie faire son travail. On mange, on parle de peu, on évite les détails qui fâchent, pas par lâcheté, par une économie du soin, par la décision que ce repas vaut la paix qu'il faut tenir avec son réveillon sans bruit, la paix qu'on choisit de tenir. Pas celle qui arrive seule mais celle qu'on décide de construire. Ce qu'on préserve en se taisant, ce soir-là n'est pas du mensonge. C'est le ménagement de ce qui reste là de ce curin. Le réveillon sans bruit, la paix qu'on choisit de tenir. Pas celle qui arrive seule mais celle qu'on décide de construire. Ce qu'on préserve en se taisant, ce soir-là n'est pas du mensonge. C'est le ménagement de ce qui reste. Mon demi-frère est arrivé avec sa nouvelle compagne, que personne ne connaît, ses gestes courageux ou maladroits selon comment on regardait. Ma mère a ajouté un couvert sans commentaire, sans sourciller. Ce geste-là a défini le ton de la soirée entière. La compagne était tendue au début, cherchait les codes, lisait la table pour comprendre les règles, les modes de communication, ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Vers 22h, elle avait trouvé ses marques, parlait à voix basse avec ma tante qui lui posait des questions sur son travail. Ce dégel-là, progressif, discret, sans grand travail, c'est ce que les bonnes tables de réveillon permettent. Quand elles fonctionnent, elles donnent du temps, de la nourriture, un cadre qui assouplit et qui détonne moins que les autres contextes. La table a une diplomatique propre, ma mère le sait. Elle cuisine depuis 30 ans, tenant ce rôle. Réveillon sans bruit, la paix qu'on choisit de tenir. Pas celle qui arrive seule mais celle qu'on décide de construire. Ce qu'on préserve en se taisant, ce soir-là n'est pas du mensonge. C'est le ménagement de ce qui reste de ce qui prolonge. Ce réveillon sans bruit, la paix qu'on choisit de tenir. Pas celle qui arrive seule mais celle qu'on décide de construire. Ce qu'on préserve en se taisant, ce soir-là n'est pas du mensonge. C'est le ménagement de ce qui reste. On s'est quitté à 2h du matin, les embrassades rapides, les promesses vagues de se voir plus souvent, les appels livides que personne ne donnera vraiment avant le prochain réveillon. C'est correct, les familles difficiles ont leur propre façon de se tenir ensemble, à distance raisonnable, à fréquence raisonnable, pas l'idéal qu'on voudrait, quelque chose de faisable. Ce morceau tourne lent pour ma mère et ses placements de chaises, pour tous les réveillons tenus ensemble à bout de sagesse. Réveillon sans bruit, la paix qu'on choisit de tenir. Pas celle qui arrive seule mais celle qu'on décide de construire. Ce qu'on préserve en se taisant, ce soir-là n'est pas du mensonge. C'est le ménagement de ce qui reste de ce qui prolonge. Réveillon sans bruit, la paix qu'on choisit de tenir. Pas celle qui arrive seule mais celle qu'on décide de construire. Ce qu'on préserve en se taisant, ce soir-là n'est pas du mensonge. C'est le ménagement de ce qui reste. La table se vide, les chaises retrouvent leur place, le réveillon a tenu. On se retrouve l'an prochain. À 6h mon quartier existe dans une version parallèle. Même espace, autre lumière, autre peuple, autre appel. La boulangerie est ouverte, plus 4h. Le foutu 3, à vous tout le monde. Monsieur Dad sort les premières fournées avant le jour, avant toi. L'odeur descend dans la rue vide comme une information. La journée est possible, quelqu'un l'a préparé, c'est fait. Un homme en blouse verte pousse une charrette de déchets le long du trottoir. Il nettoie ce que la nuit a laissé avec une méthode que le jour ne voit. Le premier bus de la ligne passe à 6h12, quasi vide. Le chauffeur connaît ses 3 passagers habituels, sa grille limpide. Une femme de ménage descend à la station centrale, cartable au dos. Elle commence à 7h dans un immeuble de bureau, elle y va. Je vois tout ça parce que je me lève tôt depuis que mon fils est né. L'insomnie d'abord, puis l'habitude, puis l'attachement à cette heure étrangeté.
Cette ville de 6 heures n'est pas une ville différente, c'est la même, mais dépouillée du décor que la journée ajoute de son système. Portrait de mon quartier à 6 heures, qui est là avant la ville, qui tient debout dans le froid de l'eau, qui travaille tranquille. Ce que la journée efface en arrivant, ce sont ces gens-là. L'heure bleue appartient à ceux qui préparent ce que les autres verront. Le marchand de journaux ouvre son kiosque à 5h45, aligne les titres avec une précision de bibliothécaire. La chaleur en exil, il connaît les habitudes de chaque client qui passera dans la journée. Qui prend quel journal, qui veut de la monnaie, qui est pressé. Cette connaissance-là s'est construite en 10 ans d'ouverture matinale, en 10 ans de visages qui commencent leur journée à son kiosque en rafale. Il y a une sociologie entière dans un kiosque à journaux qui ouvre tôt. La composition du quartier en coupe transversale, le beau et le difficile ensemble. Les gens dans leur version n'ont performé, pas encore habillés pour la journée, pas encore armés. À 6 heures, les gens sont plus proches d'eux-mêmes qu'à midi. Moins de couches entre l'intérieur et la surface, moins d'oubli. Cette heure-là montre quelque chose que le reste du jour cache avec soin. J'y reviens souvent pour ça, pour voir le quartier de loin. Portrait de mon quartier à 6 heures, qui est là avant la ville, qui tient debout dans le froid de l'eau, qui travaille tranquille. Ce que la journée efface en arrivant, ce sont ces gens-là. Le bleu appartient à ceux qui préparent ce que les autres verront. Il y a une solidarité silencieuse entre les gens de 6 heures, une reconnaissance mutuelle dans les regards, une douceur qui n'existe pas à la même heure de midi ou de 17 heures. Peut-être parce qu'ils savent tous qu'ils sont là avant les autres, qu'ils partagent quelque chose que le reste du quartier ne partage pas. Ce morceau tourne pour eux, pour Monsieur Daoud et ses fournées, pour le chauffeur du premier bus et ses 3 passagers de l'aube gelée. Portrait de mon quartier à 6 heures, qui est là avant la ville, qui tient debout dans le froid de l'aube, qui travaille tranquille. Ce que la journée efface en arrivant, ce sont ces gens-là. L'heure bleue appartient à ceux qui préparent ce que les autres verront. Portrait de mon quartier à 6 heures, qui est là avant la ville, qui tient debout dans le froid de l'aube, qui travaille tranquille. Ce que la journée efface en arrivant, ce sont ces gens-là. L'heure bleue appartient à ceux qui préparent ce que les autres verront. L'eau prend la rue, la ville se réveille. Ceux de 6 heures sont déjà au travail. L'eau prend la rue, la ville se réveille. Ceux de 6 heures sont déjà au travail. Au travail, sont déjà au travail. Au travail. L'homme de rien, dur, sur votre proie gère. Il tue en première indépendance, ce qu'on découvre seul. La solitude comme professeur. 30 mètres carrés rue des entrepreneurs, 5e étage sans ascenseur, un lit, une table de chaise, une fenêtre sur un mur, la splendeur, le premier soir seul dans cet appartement, j'ai mangé debout, pas par manque de chaise, par un état d'esprit particulier, partout cette conscience aiguë, personne ne savait exactement où j'étais, que je pouvais rester debout, m'asseoir par terre, si ça me plaisait, cette liberté la semble banale, dite comme ça, elle ne l'est pas, venir d'une maison où tout le monde sait où tu es à toute heure, pas un reproche, une réalité, et soudain être vu par personne, c'est un changement de densité de l'air, quelque chose qui détonne, j'ai mis du temps à m'y installer confortablement, pas dans l'espace physique, dans la liberté elle-même, dans ce qu'elle déplace. La liberté sans témoin révèle qui tu es quand personne ne regarde. Pas la version surveillée, la version sans façade. Ce que j'ai découvert dans ces 30 mètres carrés en 2 ans n'est pas entièrement flatteur, mais entièrement utile, les constants. Yo. 30 mètres carrés, le premier espace qui est tien, où tu apprends ce que tu es quand personne ne te tient. Ce que la liberté enseigne, elle enseigne lentement, par l'erreur non vue, par le choix sans commentaire, par le temps. J'ai développé des habitudes que je n'aurais pas eu en famille. Lire le soir sans heure, cuisiner à minuit si l'envie vacille, travailler par bloc de 4 heures sans interruption, dormir 5 heures puis reprendre sans justification. Ces rythmes-là sont les miens, je ne savais pas avant de les tester, avant d'avoir un espace où les tester sans avoir à contester les habitudes collectives de la maison familiale. Certains de ces rythmes sont productifs, d'autres pas. La balance finale se fait avec le temps par l'observation honnête des résultats, mais avoir pu les tester sans pressions extérieures, les hauts
hauts et les bas sans témoins qui commandent. C'est une formation, la solitude comme laboratoire, pas comme punition. J'ai aussi découvert les limites de ma propre compagnie. Les soirs où l'appartement devenait trop silencieux, la gestion de l'ennui sans les solutions de facilité que la famille offre. La nécessité de construire des connexions qu'on ne trouve pas dans un coffre. 30 mètres carrés, le premier espace qui est tien, où tu apprends ce que tu es quand personne ne te tient. Ce que la liberté enseigne, elle enseigne lentement, par l'erreur non vue, par le choix sans commentaire, par le temps. J'ai quitté cet appartement 3 ans après pour un 2 pièces. Plus d'autres espaces, d'autres configurations, d'autres pièces. Mais ces 30 mètres carrés restent la première pièce du fond. L'espace où j'ai appris à exister sans public, à me demander si c'est bon ce que je fais, à m'y répondre sans chercher la validation dehors. Cette compétence-là, l'autonomie du jugement, c'est le trésor que l'appartement m'a donné. Le reste était du mobilier, ce morceau tourne pour le studio et pour ceux qui ont tenu leur premier espace seul et appris ce qu'il contenait. 30 mètres carrés, le premier espace qui est tien, où tu apprends ce que tu es quand personne ne te tient. Ce que la liberté enseigne, elle enseigne lentement, par l'erreur non vue, par le choix sans commentaire, par le temps. 30 mètres carrés, le premier espace qui est tien, où tu apprends ce que tu es quand personne ne te tient. Ce que la liberté enseigne, elle enseigne lentement, par l'erreur non vue, par le choix sans commentaire, par le temps. La clé rendue, l'espace libéré, ce qu'il m'a appris continue ailleurs. Yo, tout le monde sait comment c'est. La vraie question c'est revenir. Qui retourne au travail quand l'élan s'est retiré. J'ai longtemps donné trop de valeur à l'inspiration, comme si la force du moment décidait seule de la création. Quand ça brûlait j'avançais, sinon j'appelais ça du timing. Comme si l'absence d'étincelle excusait mon report. C'est une histoire report, 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 c'est une